C'est un webinaire qui est le premier d'une série de 4 durant le mois de l'innovation publique. C'est organisé par l'école de design, Nantes Atlantique dans le cadre d'une subvention de la Caisse des dépôts au programme de recherche-action mécénée, par une subvention, du coup du studio design. Nous avons choisi 4 thèmes, qui seront abordés successivement, chaque semaine et donc le premier s'intéresse, à ces questions du coup, de formation des designers publics. Est-ce que Lucie, tu as des nouvelles de Nathalie? Alors, non. Du coup, pour ce webinaire, ça sera assez court, on a plus que 45 minutes. On a un participant, qui ne nous rejoint pas parce qu'il est occupé par une autre réunion. Lucie, tu es présente, merci beaucoup. Rachel, merci de votre disponibilité. Est-ce que vous êtes à Paris ou à Bruxelles? Je suis rentrée de Bruxelles hier. OK, merci. Du coup, le thème aujourd'hui, c'est la formation de designers, de non-designers et la création d'équipes qui fonctionnent grâce au design pour transformer l'action publique. Je suis gênée, je ne peux pas poursuivre, je suis navrée. J'attends que Nathalie nous rejoigne. Est-ce que... Ah, la voilà, super, ça Ça me va. fonctionne. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment, du coup, de votre patience et d'être présente, cet après-midi. Alors, la caméra, est-ce que ça marche? Oui, ça devrait fonctionner. J'ai modifié tous les paramètres. Voilà, c'est super. Génial. Voilà, donc j'expliquais un peu le contexte, Nathalie, de l'organisation de ces webinaires. J'expliquais donc il y aura 4 sessions. La semaine prochaine, ça porte sur les concours d'innovation. C'est le 10 novembre à 16h30 et on poursuit avec les questions du coup de conception d'outils numériques à destination et avec les agents qui sont concernés. Donc là, ça sera animé également avec Nathalie et Lucie du studio design de la Caisse des dépôts. Et puis, on finira sur les questions de design stratégique et comment le design est un outil d'aide à la décision avec des méthodes qui peuvent faire avancer différemment différents sujets. On en discutera du coup le 25 novembre. Je laisse un peu le teasing pour la fin du mois. Donc, du coup, je propose peut-être de vous présenter rapidement Rachel et Nathalie. Rachel, vous êtes designer et vous êtes responsable d'une classe à l'école des Gobelins. Tout à fait. C'est moi. Et Nathalie, vous êtes designer également et aujourd'hui, vous êtes chef du studio design. Exactement. Du coup, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est ce studio au sein de la caisse que vous avez intitulé le studio de design stratégique de politique publique, qui est intégré à la Caisse des dépôts et consignations. Et du coup, peut-être, Nathalie, vous voulez commencer en expliquant comment vous êtes arrivée à ce poste-là et comment, du coup, votre parcours informe aussi la façon dont vous abordez ces questions de design intégrées à l'action publique? Oui, alors, je vais faire une mini-introduction pour qu'on comprenne comment j'ai atterri, comme tu viens de le dire, à la Caisse des dépôts, parce qu'auparavant, j'ai plus de 20 ans en agence de design et j'espère qu'il va nous rejoindre. Philippe Caïla est venu chercher de vrais designers pour pouvoir monter un studio, ce qui est un peu l'objet de notre table ronde aujourd'hui. Donc d'intégrer de vrais designers. On est quand même un peu des ovnis au sein de la Caisse des dépôts, mais c'est très bien pour justement monter un studio design et faire les projets de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts ayant fait un mouvement important puisqu'ils sont financeurs de projets et aujourd'hui ils ont décidé d'être acteurs de projets. D'où l'intégration d'un studio design à la Caisse des dépôts en sachant que nous sommes rattachés à une fabrique digitale avec 4 pôles qui sont la blockchain, la data et à notre disposition des développeurs pour qu'on puisse
aussi bien imaginer, mais réaliser nos projets en interne, d'où le nom de la fabrique. C'est hyper intéressant, effectivement, cette création au sein de la fabrique digitale que du coup dirige Philippe Kayla et qui du coup effectivement est unique en France pour le moment à ma connaissance. Mais corrigez-moi si je me trompe. Non, là où tu as raison de dire qu'il y a quelque chose d'unique, c'est, alors j'espère que Philippe va nous rejoindre, mais sinon je parlerai à sa place. Et ce qu'il y a d'assez unique, c'est l'objet de justement de cette table ronde, c'est qu'on a un énarque qui a suivi les cours du soir de l'ENSI, donc il a lui également un passé de designer pour justement pouvoir porter au sein de la Caisse des dépôts nos métiers et pouvoir en parler, sinon c'est quand même assez difficile. Donc c'est notre porte-parole qui permet justement de pouvoir fluidifier ces mots au sein de la Caisse des dépôts, puisque la Caisse des dépôts, nous avons quand même beaucoup de profils énarques, Sciences Po, mais pas designer. D'où est-ce que ça sera la suite de ce qu'on va se raconter. Est-ce qu'un designer doit faire l'ENA? Est-ce qu'un énarque doit faire le design? Comment on travaille tous ensemble dans ces espaces publics où c'est un petit choc culturel, on va dire. Mhm. Je me rappelle d'une animation organisée par la 27e région avenue Ségur à la DITP en octobre 2019 dernier. Et une des propositions était la fusion de l'ENA et l'ENSI. Je pense qu'on est exactement dans ce que tu proposes et du coup, tu suggères, Nathalie. Rachel, je vous propose peut-être de nous parler de vous et de votre classe un peu spécifique au Gobelin. Oui, donc Gobelin, c'est une école qui s'appelle, dont la baseline est l'école des métiers de l'image. Et nous, on est donc il y a plusieurs départements, dont le département design interactif auquel nous sommes rattachés. Et la formation dont je m'occupe au sein de ce département est une formation en 1 an, en alternance, qui diplôme à Bac+5 à la sortie. Et sa particularité, c'est d'avoir des profils de départ qui sont très différents. C'est-à-dire qu'ils sont différents en termes d'âge. On a des jeunes qui sont en poursuite d'études, c'est-à-dire qui viennent de terminer en Bac+4, en Bac+5, dans un domaine qui n'est pas forcément le design. Et on a des personnes qui reprennent des études après soit une première expérience, 2 premières expériences, qui est un petit peu le cas le plus fréquent, soit après 20 ans d'expérience ailleurs. Et donc, ce qu'on va faire avec ces gens-là, c'est qu'on va les atteler en équipe à des projets qui sont en conditions réelles. Il y a notamment 2 grands projets dans l'année. Un premier projet qui est un projet avec des commanditaires et un deuxième projet qui est un projet dont l'initiative appartient aux étudiants, donc un projet entrepreneuriat ou intrapreneuriat. Ok. Voilà. Et ce n'est pas une formation qui est à proprement centrée autour du service public, pour revenir à notre sujet. Mais on tente au sein de ces projets, notamment les projets commandités, de faire entrer pas mal de commanditaires publics. Il y en avait 2 sur les 5 projets l'année dernière. Il y en avait 2 également l'année précédente. Donc voilà. C'est très intéressant ce que vous présentez, notamment sur comment on acculture des designers au service public via le projet, comment la pédagogie par le projet permet de s'instruire, d'aller chercher l'information et de comprendre un monde qui peut être assez éloigné de son quotidien quand on arrive d'autres métiers et plutôt du coup qui peuvent être éloignés si on arrive du journalisme, comme on en parlait hier, ou etc. Eh bien, c'est du coup peut-être l'occasion de vous demander, Rachel, si vous avez des modules spécifiques du coup qui permettent, ou des intervenants spécifiques qui viennent acculturer vos étudiants dans les projets, ou est-ce que vous entendez que les étudiants se forment par eux-mêmes en essayant d'aller chercher l'information dont ils ont besoin pour répondre aux problématiques qui se posent dans les projets publics? Alors, je vais profiter de l'absence de Philippe
pour l'instant, pour prendre un peu de temps pour répondre à cette question. Et notamment, j'aimerais prendre le contre-pied de ce que vous venez de demander, c'est-à-dire comment on les protège des projets publics. OK, Euh, c'est intéressant. C'est-à-dire que les projets, naturellement, on a des cours, je vais y revenir, mais également, quand on soumet des projets avec un commanditaire public aux étudiants, il y a deux caractéristiques qui peuvent un petit peu torpiller le projet, ou en tout cas un petit peu rendre ça moins facile, moins confortable pour les étudiants. Il y en a un qui est le temps, c'est-à-dire que les projets publics ont en général un temps plus long, notamment des cycles plus longs de validation des choses en interne. Et par ailleurs, il y a une autre caractéristique qui est celle des commanditaires donc, il y a plusieurs types de commanditaires, mais notamment sur ces projets-là, on a pas mal de personnes qui poursuivent une feuille de route qui est et en fait, les questionnements de politique au sein des différents commanditaires, des différents valideurs, etc., qui peuvent un peu complètement dérouter les étudiants qui en sont à leur premier projet de design. Ce qu'on essaie de mettre en place au sein des projets, c'est d'une part de demander à nos commanditaires de nous fournir un interlocuteur unique, et notamment quand on a travaillé avec la Caisse des dépôts, ça a été Nathalie. C'est-à-dire une personne qui est chargée de gérer les différents interlocuteurs au sein de son organisation, donc de la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et par ailleurs, on va, contrairement aux autres projets qui sont faits avec des entreprises, on va essayer aussi de rediriger les projets vers concevoir, concevoir une version cible des choses plutôt que concevoir une version pro, euh, immédiatement produisable, je ne sais pas comment. OK, Voilà, donc d'accord. ça, c'est un petit peu les choses qu'on met en place sur les projets commandités. Et après, naturellement, il y a des cours. Et les cours notamment qui vont être... il n'y a pas de cours de design à destination des institutions publiques. En revanche, on a des cours autour de l'inclusivité qui vont notamment être utiles dans le cadre d'un projet public, puisque le public est souvent, les utilisateurs vont être l'ensemble de la population pour certains de ces projets. On a des cours de design management qui sont donnés par une intervenante qui travaille essentiellement en design public et donc notamment qui peut préparer les étudiants à cette patience, à ce temps long des validations des projets, à cette gestion des différents sons de cloche chez le commanditaire. Voilà. On a depuis cette année des cours de design systémique qui peuvent être un bon angle pour attaquer des projets de design public. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? On a en termes d'application le premier mini projet de l'année, donc un projet en une semaine. C'est un projet qui se déroule dans l'espace public et sur lequel on demande aux étudiants de faire de la co-conception, notamment avec les citoyens qui sont concernés. OK. Voilà. Bah, c'est hyper intéressant. Merci pour ce détail. Merci d'avoir renversé la question, effectivement. C'est intéressant de voir ça comme ça. Nathalie, du coup, quand vous avez monté votre studio design, hein, comment vous l'avez imaginé pour répondre aux problématiques que vous avez rencontrées au sein, de la caisse, du coup? Pour, Alors, vas-y, termine, excuse-moi. non, mais là, c'était du coup pour développer votre design au service, du coup, des questions, qui se posent à la caisse ou sur lesquelles vous étiez, vous, sollicité. Comment avez-vous façonné en face, la réponse, design du studio design, du coup? Alors, déjà, donc il y a deux choses dans ce que tu as demandé. La première, on n'a pas monté le studio design avec Lucie, on était en héritage D'accord. d'un studio design. Et justement, c'est très bien qu'on soit là tous autour de la table,
puisqu'on était dans l'héritage d'un studio qui se voulait design, mais qui était plutôt un studio de réalisation. Donc, il n'y avait que des profils UX et UI et pas comme nous de designers de service. Donc, il a fallu effacer dans la tête des gens l'aspect UX et UI pour qu'ils comprennent bien que, bien sûr, qu'on en fera à un moment donné, mais à la base, on était bien là pour concevoir des services publics et après les réaliser. Donc, il y a eu déjà toute cette acculturation auprès des gens au niveau de la caisse qui ne font pas bien la différence d'ailleurs. Et qui ne comprennent pas même le mot du sens design dans le sens concevoir. Et justement, c'est encore dommage que Philippe ne soit pas là, qui s'amuse souvent en introduction de dire les designers ne font pas des tables, les designers ne font pas forcément d'objets, mais ils sont là pour concevoir des services publics et pour essayer de remettre sur les rails cette mauvaise compréhension de nos métiers, puisque dans nos métiers, il y en a plein, il y a plein de facettes, et je ne voulais justement pas qu'on soit un studio de réalisation qui nécessite des gens, du temps, et pour rebondir sur ce que disait Rachel, oui, le temps, c'est un sujet. Moi, j'ai identifié presque 4 notions de temps. Donc, il faut de la patience, être zen, parce qu'il y a le temps du projet. Alors, avant qu'il soit sous forme de projet, il y a le pré-cadrage qui prend beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, le pré-cadrage peut prendre plus de temps qu'un projet. Donc, c'est absolument important de bien précadrer les choses. D'ailleurs, j'ai inventé le persona projet à la Caisse des dépôts pour justement remettre les gens en situation comment dire, de phase et ne pas démarrer un projet sans qu'il ait été précadré. Et quand je dis précadré, mais ça c'est valable pour tous les projets je pense, mais encore plus à la Caisse des dépôts, c'est aussi de se dire qu'il faut un porteur de projet, il faut un commanditaire, il nous faut un appui politique en interne et un budget pour qu'au moins il ait la chance de passer une étape, puisque si on n'a pas dans ce style d'institution c'est un porteur, mais quand je dis ça, un porteur, c'est suffisamment important dans la hiérarchie, le précadrage peut durer très très longtemps. Donc, on a mis au point un super tableau qui permet justement d'aider aussi les gens en interne, parce qu'on est là aussi pour faire la pédagogie de notre métier, en leur disant remplis les cases, on peut t'aider à les remplir, mais sans qu'il y ait cette construction, le projet va avoir du mal à sortir et on ne peut faire que du pré-cadrage, par exemple, si vraiment on ne vient pas les aider, puisqu'ils ont du mal à mettre en place un projet dans sa latitude. C'est intéressant du coup sur effectivement l'inscription temporelle Ouais. du studio dans les projets de la caisse. Et je me demandais aussi, vous avez eu la particularité à la caisse de ne pas embaucher uniquement, enfin en tout cas dans le studio design, hein, que des designers de formation, du coup licence et master. Et du coup, est-ce que ça enrichit peut-être vos projets? Comment ça... Quel a... En fait, on a mis en place déjà plusieurs solutions hein, pour venir nous aider, puisque la Caisse des dépôts, les sujets sont tellement vastes. On peut aussi bien travailler sur l'éducation nationale, on peut aussi bien travailler sur les missions France Service, travailler sur des EHPAD. Enfin, les sujets sont très vaste puisqu'en fait on est quand même dans l'héritage de la commande publique, donc tout peut nous arriver hypothétiquement et nous on a la spécificité justement avec Lucie de faire très peu de projets en interne pour la caisse. En fait on travaille pour l'État, d'où la diversité des projets et des sujets. Donc déjà on est content et heureux de subventionner des écoles pour nous aider parce que c'est important et on a mis en place un accord cadre qui nous permet de travailler avec des studios de design et on a fait le choix de prendre que des petits studios de design pour vraiment être sur design et pas comme ce qui se passe aujourd'hui, des agences de design rachetées par des groupes de consultants, je n'en citerai pas, où les choses redeviennent faussées. Comme moi j'ai la chance d'avoir 20 ans d'agence, je sais où trouver les vrais designers. On est d'accord sur le diagnostic effectivement du type de consulting du coup qui se fait en design du coup aujourd'hui
souvent. Mais du coup, je me demande poser la question de l'interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité des équipes. C'est un peu la question centrée sur ce webinaire. Est-ce qu'on va vers la fusion du coup NANC, comme je disais au début, ou est-ce qu'on vise plutôt des équipes pluridisciplinaires? Et quel est votre point de vue, Rachel, Nathalie, sur ce paradoxe peut-être pour faire du design public? Je commence. Vas-y, Avec Rachel, plaisir. commence. Alors, c'est vrai que nous, à l'école, on n'a pas pour l'instant de double cursus avec une école tierce. Et c'est vrai que jusqu'à présent, moi, je n'ai pas d'exemple de non-designer qui ait acquis les compétences du designer pour pouvoir un petit peu faire les deux. On a plutôt pris la direction opposée, c'est-à-dire celle des non-designers qui participent à des projets de design qui participent au titre de membres d'une équipe. On a donc, du coup, c'est un petit peu plus ces compétences-là, l'ensemble de ces compétences-là qu'on pourrait chercher chez un troisième homme, ce sont ces compétences-là qu'on va retrouver au sein de l'équipe. Et donc, on prend en compte les compétences qui sont au sein de l'équipe plutôt que les compétences d'une seule personne. Comme nos étudiants viennent de plusieurs types de formations, plusieurs cultures, plusieurs expériences différentes. Certains ont de l'expérience de projets publics, par exemple, d'autres n'en ont jamais vécu. Certains sont des designers formés au design et n'ont jamais vécu des projets publics. D'autres sont des journalistes, comme ce dont on parlait mardi. En fait, chacun a une pièce du puzzle, chacun a une pièce des compétences qui sont nécessaires pour mener à bien le projet. Ce qu'on essaie d'amener dans la formation, c'est plus à faire en sorte que d'une part, ils s'écoutent, ils se parlent, ils comprennent le langage les uns des autres, parce que non seulement il y a des jargons, mais il y a aussi des préoccupations différentes en fonction de chacun leur culture, chacun leur métier. Tout à fait. Et puis, une des choses auxquelles on assiste bien dans ce cadre-là, c'est que les non-designers réalisent que le design, c'est un métier. Ça, je ne sais pas si c'est une chose que peut-être on n'a pas suffisamment bien communiqué à l'extérieur jusqu'à présent. Mais je lisais récemment, je ne sais plus qui a dit ça, mais le design centré utilisateur, c'est comme le poker, on met 5 minutes à comprendre les règles et 10 ans à les maîtriser. Certaines personnes s'arrêtent aux 5 minutes à comprendre les règles et pensent qu'elles maîtrisent. Et en fait, le fait de travailler en équipe sur des projets avec des vrais designers, entre guillemets, des designers expérimentés, des designers qui sont formés depuis plusieurs années au design, etc., leur font même pas passer par cette étape-là de « je crois que je maîtrise » en fait. Et donc, leur font avoir une confiance accrue dans les personnes dont le métier est d'être designer. Et ça, effectivement, c'est effectivement vous touchez là, Rachel, je crois, vraiment peut-être un point dans la compréhension du design et dans sa complexité et dans la diversité des métiers du design qui font que parfois on est recalé facilitateur et puis on est recalé communicateur visuel et puis voilà. Et donc du coup, ces questions-là effectivement sont retrouvées à plusieurs reprises. Nathalie, tu voulais intervenir? Pardon. Oui, alors moi je rejoins Rachel pour avoir justement Philippe qui a fait une formation NC
et dommage qu'il ne soit pas là pour dire ce qu'il dit très souvent. Il a fait cette formation, mais en rien, il peut prétendre être un designer. En revanche, il peut comprendre tout à fait notre manière de travailler, les méthodologies. En revanche, là où c'est un atout très important pour nous, encore une fois, c'est que par rapport à son poste et sa hiérarchie, il est la personne qui va venir en interne justement mener nous aider dans ce qu'on fait pour justement venir au sein de la caisse expliquer ce que l'on fait, puisque c'est quand même assez, comment dire, aveugle pour quelqu'un de la caisse, hein, puisque en fait, on passe nous carrément directement de la commande à la faisabilité. Or, le terrain est oublié alors qu'on parle de public, d'espace public. Donc, en fait, ils sont toujours très contents, justement, entre l'idée et la commande qu'il y a eu, de voir comment les choses se passent sur le terrain et d'entendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, cette histoire de troisième homme, moi, je pense qu'elle est importante parce que même si nous, on voulait se former, on ne va pas reprendre un cursus de l'ENA. En revanche, de comprendre ce qui se passe dans les institutions publiques, ne serait-ce que tous ces organes et tout cet état, nous permet de mieux travailler. Pour vous donner un exemple, et c'est ça qui est important à récupérer et ne pas se confondre, et comme le disait Rachel, hein, effectivement, on comprend 5 minutes les règles, maintenant on met 10 ans pour en jouer. C'est la même chose, je pense, côté designer État, c'est que alors, c'est un petit peu plus compliqué les règles et l'organe des établissements publics à comprendre, mais comprendre juste déjà ce qui nous est utile pour en jouer, puisque par exemple, sur la mission France Service, on est obligatoirement avec la NCT, qui est l'Agence nationale des cohésions de territoire, puisque les deux viennent subventionner et le territoire, c'est plus la NCT. Et il peut nous arriver dans ce cadre d'aller travailler par exemple avec le mobilier national. Et en fait, c'est là qu'on commence à comprendre qu'en fait, grâce à tous ces établissements, selon le maillage qu'on met, on peut faire bien plus de choses. Donc en fait, c'est plus une maîtrise des choses pour pouvoir en jouer et rentrer dans un design systémique qui permet d'aller plus loin. Donc voilà, il y a un manque dans les formations de designers État, mais encore une fois, c'est pour en jouer et c'est pas pour demain prendre la tête d'un établissement public. Enfin, j'aimerais bien être quand même ministre du design, ça nous aiderait un peu plus. Mais voilà, et je pense que au-delà même d'un troisième homme ou d'un binôme, par exemple, nous sur nos sujets, on a la chance justement d'avoir un Philippe qui nous aide à mener le design au sein de cet établissement public, mais on a la chance d'avoir des experts métiers. Donc, si on prend éducation nationale, des gens qui connaissent très bien l'éducation nationale et qui viennent nous aider et nous accompagner. Donc, en fait, c'est presque des trinômes pour avoir l'expertise de design, les perdrait encore plus de temps pour mener et créer des projets. Et effectivement, là, donc du coup, si je comprends bien, il faut donner les clés et protéger pour que le design reste spontané et puisse déjouer le temps et les temporalités des projets dans le service public. Oui. Mais il faut leur apprendre à comprendre un vocabulaire, un jargon, des façons de faire et mailler les contraintes ou les spécificités plutôt institutionnelles, financières, l'intégration en poupée russe des administrations les unes dans les autres. J'imagine la caisse aussi, c'est quelque chose qui est une clé importante du système. Mettons que effectivement ce troisième homme l'aboutissement peut-être de futurs double diplôme qui n'existe pas encore. Si vous devriez faire des binômes qui fonctionnent bien pour faire avancer des projets, quels sont les éléments que vous estimez nécessaires dans la formation d'un non-designer pour être ce binôme efficace?
Parce que du coup, on a beaucoup parlé côté design, en fait, ce que les designers doivent apprendre pour comprendre et comment être un bon designer public. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être une ou deux compétences que peut-être Philippe aurait pu partager sur sa formation à l'ENSI, dans le Master Innovation by Design Justement, en fait, typiquement, Philippe incarne complètement ce fameux troisième homme qui fait qu'il a une connaissance absolue de l'état, des enjeux, de la hiérarchie, parce que à un moment donné, on retombe aussi sur de la hiérarchie. Donc, les dieux s'adressent aux dieux. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on ait absolument quelqu'un qui véhicule ces valeurs du design à ces niveaux de réunion et de sujets, puisqu'on est sur des sujets encore une fois très exposés et pour qu'ils soient portés. Donc ça, c'est fondamental. Donc en fait, oui, je pense que la formation dans le sens dont tu parles existe, puisque des personnes comme Philippe peuvent la suivre et nous aider à mieux cheminer et acheminer nos projets. En revanche, je pense qu'on ne peut pas s'en affranchir. Ça serait une utopie. Il est nécessaire de justement venir se mélanger pour pouvoir travailler. C'est pour ça que même le troisième homme, comme je le disais, le troisième étant l'expert métier qui vient également nous enrichir. Donc c'est vraiment une complémentarité entre les profils, les métiers, les savoir-faire qui permettent de travailler au mieux au sein des établissements publics. C'est fondamental. Ouais, et ben Et surtout qu'un designer ne devienne pas un politicien, c'est pas nos métiers, donc c'est ces frontières sur lesquelles il faut faire vraiment très attention et surtout pas de faire de la politique parce que c'est pas notre métier. Et en revanche, comprendre la politique, même la politique autour des enjeux d'un sujet, c'est aussi important. Si je peux me permettre, effectivement, le designer n'est pas un politicien. Ceci dit, on peut aussi aider. Il y a certaines compétences enfin, notamment aider à visualiser les problèmes, les différences des problèmes. En design centré utilisateur, on a plein de méthodes, plein de techniques qui nous permettent un petit peu de comprendre, transmettre, contraster des besoins différents, des intérêts différents, des parties prenantes différentes et plus loin des systèmes. Et ça peut être très utile aux politiques, ne serait-ce que pour accélérer, pour aider la compréhension des problématiques auxquelles ils s'attaquent, et pas que sur les projets de design, en fait. Et voilà, donc il y a le politique en tant que commanditaire des projets de design, mais il y a aussi le designer en tant que un petit peu bras droit peut-être, je ne sais pas, ou voilà, d'un changement qu'on souhaite apporter, d'une différence de vision. Ça aussi, c'est une voie qui peut être explorée. Oui, c'est vrai que le design propose des outils puissants de persuasion, pour convaincre via... Enfin, c'est quelqu'un qui sait jouer avec les signes et les images, les systèmes. Et donc, effectivement, ils pourraient être... ou ils sont déjà particulièrement... pertinents et impliqués peut-être déjà dans des choix politiques ou des orientations de politique publique. Et c'est bien pour ça qu'on parle de design public, puisqu'ils sont impliqués déjà dans le design des politiques publiques. Donc effectivement, mais je crois que Nathalie également, avec son point de vue centré caisse et surtout pertinence et force des propositions de design, répond également complètement aux attentes et au rôle que jouent les designers dans le secteur public au service du service public. Est-ce que vous voulez prendre quelques questions peut-être? Je vois le temps avancer. Et du coup, il y a plusieurs questions, notamment une de Emmanuel Seca qui nous demande de réagir sur les startups d'État. Et j'avoue que je ne mettrai pas d'opinion là-dessus. Est-ce que vous voulez développer? Est-ce que vous avez un point de vue? Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Donc parce qu'on la connaît, c'est une ancienne étudiante. C'est ça, ok. Et donc,
J'ai pas vraiment d'opinion sur les startups d'État. Je comprends. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un besoin d'accélérer les choses et que c'est parti du principe qu'on va plus vite en étant une startup qu'en étant une institution remplie de dinosaures qui avance très lentement. Après, il y a un risque d'atomisation, mais je suis très mal placée, d'atomisation des réponses en fait, de penser des solutions sur des mini-problèmes plutôt que de les articuler ensemble. Je suis très mal placée pour savoir si c'est la réalité ou si ça l'est pas. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec votre réponse, Rachel. Et comme vous connaissez votre ancienne étudiante, c'est parfait. Elle a commenté sur le fait que ministre du Design, c'était une super punchline, Nathalie. Donc, et donc, du coup, c'est vrai que c'est une question, c'est ce ministère du Design, et ça a été évoqué durant les assises en décembre 2019. Et la réponse était attention, ça peut aussi calcifier une discipline qui est particulièrement malléable et qui sait s'adapter et qui évolue beaucoup. Donc, et là, donc, il y a plusieurs questions. Une qui peut être destinée à toi, Nathalie, sur l'UX. Arnaud Thomas dit l'UX est souvent attaché à l'UI. Et pourtant, l'UX, c'est le parcours utilisateur, c'est pas une spécificité du digital et ça fonctionne très bien pour le design de service. Je pense que c'est quand tu as dit que tu as repris un héritage. Oui, alors je précise, Oui. c'est que comme on est rattaché à une fabrique digitale, justement, et qu'on veut remonter d'un cran, c'est pour ça qu'on a effacé volontairement ces intitulés pour qu'on puisse rester sur la conception du service et venir vraiment cadencer dans notre métier, puisque déjà naturellement, nous, un projet nous arrive par le biais d'une plateforme systématiquement, puisqu'on est en plus rattaché à la stratégie plateforme de la Caisse des dépôts. Donc, naturellement, tous les projets arrivent par ce biais. Donc, si je ne viens pas dire non, comme je le fais régulièrement à la Caisse des dépôts, on va le mettre dans un contexte systémique. On ne s'occuperait que de la plateforme Homme, par exemple, sur France Service. On est dans un cadre de maison qui se déploie à terme en 2022 à je ne sais plus presque 3000 maisons. C'est pas la plateforme des agents qui va aider, enfin pas que, en tout cas à déployer ces maisons. Donc on s'est attaché à venir trouver tous les points autour qui permettaient que ces maisons puissent se déployer. Ne serait-ce que par exemple, tout simplement, quand une maison s'implante dans un nouveau village, ben, comment on fait connaître aux citoyens l'arrivée d'une maison. Et ça, c'est un sujet. Donc là, on parle de communication. Et cette communication, elle est étroitement liée au territoire, puisque forcément, entre une région et une autre, on ne touche pas les mêmes personnes. Donc, tout ça est très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que quand je dis ça, ce n'est pas du tout une critique de ma part. C'est plutôt, encore une fois, de la pédagogie, de prendre un sujet dans toute sa latitude, en venant voir tous les points de friction pour qu'on puisse être sûr de venir déployer le bon service avec toutes ses facettes. Tout à fait, c'est hyper intéressant ce que tu réponds du coup sur à quoi sert le design et dans le service public, au service du public et comment on va au bout du projet et en impliquant évidemment les éléments de communication. Il y a une question aussi très courte de Wissam Djebali qui demande est-ce que le design public peut être classé comme du design de service ou du design global? Comment vous le classeriez si vous auriez à le catégoriser? J'ai envie de dire, comme un peu tous les projets de design, il y a cette question de granularité de est-ce qu'on se situe au niveau de l'interface? Est-ce qu'on se situe au niveau plus haut du site dans son ensemble, de l'application dans son ensemble? Est-ce qu'on se situe encore plus haut au niveau du service? Est-ce qu'on se situe encore plus haut autour d'un système ou d'un écosystème de plusieurs services? Et ça, c'est une des premières questions qu'on a à régler au moment où on prend un projet de design. C'est-à-dire, en fonction de la problématique, c'est plus la problématique qui va déterminer quel est le niveau de granularité auquel on va s'attaquer, sachant que effectivement, on nous attend beaucoup sur la question d'interface. Après, dès qu'on va prendre en main du service
ou même un degré de granularité plus haut, ben, on va marcher sur les pieds de quelqu'un. Et ça va pas aussi bien se passer. Voilà. Oui, je suis d'accord, Rachel, avec ce que vous dites. Là, on a une question hyper intéressante de quelqu'un qui a 24 ans, qui s'appelle Pierre Ferrit. Il est designer en stratégie d'innovation et il est jeune élu depuis 1 an. Donc, il y a eu les élections régionales départementales l'année dernière. Ne pensez-vous pas que le design est éminemment politique? Est-ce que le designer peut devenir un designer en politique ou en tant que consultant pour penser et pousser des projets prospectifs accompagnés sur l'élaboration de projets? Du coup, c'est quand, en fait, du coup, il a les 2 casquettes. En l'occurrence, ce jeune designer de 24 ans. Merci Pierre pour votre question. Bah, oui, il a raison, les deux sont compatibles. Je pense qu'il y a quelque chose qui échappe encore et qui devrait être poussé, par exemple, c'est sur les données des citoyens pour que justement ça remonte suffisamment haut pour ne serait-ce qu'améliorer les services. Nous, on le voit justement encore une fois avec les maisons France Service. Si il y avait de pris en considération tous les points de friction que les citoyens remontent parce qu'ils n'ont pas compris ou telle manière d'administrer les choses ou sa prolongation dans un site internet, c'est d'une richesse absolue puisque ça permettrait de simplifier déjà l'administration du projet, à commencer par on le sait tous, hein, quand on a une démarche administrative à faire, on tremble, d'ailleurs on a bien raison. Donc déjà simplifier la compréhension qui la plupart du temps est très orientée métier et pas assez vulgarisé pour le citoyen. Et après, son parcours digital, on le voit bien, même si la DINUM essaye d'envoyer régulièrement des UX qui viennent sauver les parcours, on reste quand même sur un sauvetage, on va dire, d'interface qui, je pense, règle déjà tout un tas de problèmes, mais peut-être pas suffisamment en profondeur pour que le service soit de bout en bout intuitif. Oui, c'est hyper intéressant, Nathalie, ce que tu dis. Une question qui m'apparaît aussi, et que je pense qui vous intéressera. Qu'est-ce qui a été permis par le design qui n'aurait pas pu exister ou aussi facilité sans le design? Et quand tu parles justement de sauvetage d'interface, tu es sur ce premier élément de réponse de Catherine Ternon. Qu'est-ce qui Alors, est... Ouais. vas-y, tu peux reposer la question qui est un Oui. peu compliquée. Qu'est-ce que le design a permis qui n'aurait pas été possible sans ce design public? Et je trouve qu'on est exactement dans ce que tu proposais sur nous sauvons les interfaces, et jusqu'où allons-nous dans la réponse aux problématiques qu'on a relevées? Alors justement, je trouve que la DIMNUM ces derniers temps est vraiment dans ce sauvetage qui est vraiment super, qui est essentiel dans la simplification. Là où encore une fois, elle s'arrête, c'est que tant qu'on ne viendra pas, c'est comme une offre, hein, tant qu'on ne vient pas changer l'offre, on aura beau essayer de la raconter autrement. Donc c'est cette profondeur qu'il faut réussir à toucher d'un point de vue design. Et je pense qu'au-delà de ça, enfin, l'État se doit, à partir du moment où c'est un service public avec un passage unique, si on ne pouvait pas déclarer nos impôts au mois de mai, on aurait quand même un problème. Donc, ils se doivent, je pense, de vraiment continuer. Et le design, c'est ce qu'il fait aujourd'hui au sein de l'État. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de designers un peu partout et des fabriques. Il faut continuer, mais encore plus en profondeur pour que déjà la rédaction ou l'explication même de sa situation administrative soit suffisamment comprise de tous et chacun. Or, on le voit encore entre ce qu'on peut lire sur je ne sais pas, un mail envoyé de l'État et un courrier envoyé de l'État sur la même situation administrative, on n'a pas les deux mêmes formulations. Donc, il y a vraiment une simplification à ce niveau-là à faire pour que justement derrière l'interface, si la situation administrative est simplifiée, l'interface le sera d'autant plus. Or, elle ne peut pas tout régler. Elle est quand même le miroir d'un processus complexe. Donc, c'est ça qui est compliqué à réaliser. En tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est du coup peut-être ce que fait la DITP avec, par exemple, les simplificatons
du coup, de simplification des démarches administratives et du langage administratif dans les formulaires. Du coup, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement en ce moment qui va très vite et qui est passionnant. Rachel, vous vouliez intervenir, je vous ai coupé, excusez-moi. Non? Non, non. Je sais pas, non, non, je voulais juste citer l'exemple britannique où, enfin, sur ce que le Lunesta. design a permis en termes de simplification, où ils sont un Mm. peu plus avancés que nous là-dessus. Et donc, si on veut voir de ses yeux ce que le design a permis, on peut aller regarder du côté de gov.uk. Ouais. Le Nesta, effectivement, a quelques années d'avance. Et le Danemark a aussi plusieurs années également d'avance. Une question de Catherine Ternon, et on en prend peut-être encore une après celle-ci, et puis je vous propose de finir ce webinaire. Alors, la question de Catherine est intéressante. Elle dit en fait le design permet de pointer les difficultés des usagers dans les démarches administratives. Est-ce que vous en êtes d'accord, Rachel et Nathalie? Est-ce que ça correspond à ce que vous... Mais exactement, mais de pointer ce qui marche pas, mais ce qui pointe aussi et ce qui marche aussi. Parce que, au contraire, il ne faut pas que la nouvelle interface, ils viennent complexifier le truc qui marchait. Donc, il y a les deux, mais bien sûr que le design vient pointer ce qui ne fonctionne pas. Et encore une fois, pour revenir sur le terrain et un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, on a la chance de pouvoir filmer et avoir des rendus et des livrables qui permettent justement de montrer et avoir des livrables autant par temps qui permet justement à nos amis les dinosaures de comprendre les points de friction pour qu'eux-mêmes aient une vue réelle de ce qui se passe au quotidien dans les services administratifs. D'autant plus que je crois qu'ils ont annoncé 120 nouveaux dématérialisations de services, donc on a du pain sur la planche. Totalement. J'ai envie d'ajouter, donc je suis d'accord avec tout ce que dit Nathalie, comme d'hab, mais le design ne s'arrête pas à pointer du doigt la difficulté des usagers dans les démarches administratives. Si On on est d'accord. s'arrête à pointer du doigt et à communiquer les que. difficultés, ça serait vraiment très dommage. On va également proposer des solutions qui répondent précisément aux problèmes qu'on a relevés. Voilà. Dernière question qui est intéressante du coup de cet élu de 24 ans qui est designer en stratégie d'innovation et élu. Il demande est-ce qu'on a des exemples de projets hors interface numérique nés du design public? Et je crois que Nathalie, tu as une super réponse. Côté design produit, design d'espace. Oui, alors justement, puisqu'on Oui. parle d'inclusion, alors je ne sais pas si c'est encore publié maintenant, mais justement pour les maisons France Service, en collaboration avec le musée national, n'importe quoi, avec Mobilier. le Mobilier Mobilier national. national, excusez-moi, nous sommes en train de réaliser le premier mobilier inclusif numérique pour justement venir aider et les agents et les citoyens dans ces espaces Maison France Service, puisque le numérique ne suffit pas, puisqu'il peut être lui-même une barrière. Nous sommes en train d'inventer justement un mobilier inclusif pour aider les démarches dans les maisons, et on est super content de ça. Et comme quoi, mobilier et digital, c'est compatible. C'est compatible, c'est même complémentaire, et il faudrait effectivement que ce qu'il y a un point de vue global sur les types de réponses auxquelles le design public peut explorer dans les solutions qu'il propose aujourd'hui. Voilà, la solution digitale, évidemment, c'est bien vu. Oui, bien sûr. Oui. Pour aider ce jeune politicien de 24 ans, je ne connais pas le nom, je n'ai pas retenu le nom. Il y a une riche histoire de design collaboratif avec les administrés, et notamment qui a commencé dans les années 50 en Scandinavie, quoi. Bien sûr. Et actuellement, on peut lire les livres d'Ezio Manzini, par exemple, ou regarder son travail autour de questions similaires. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a plein de choses qui se font.
Du coup, oui, c'est Ezio Manzini, notamment When Everybody Designs, qui est un peu son dernier livre sur le fait que tout le monde est designer, mais en fait, les designers ont la spécificité, une expertise qui permet de pousser, de matérialiser des solutions, et donc du coup, de rendre tangibles, réelles et réalisables les idées que tout le monde a finalement, et ce qui permet d'engager les citoyens dans un processus collaboratif d'innovation sociale, donc de design, innovation sociale par le design. Du coup, tout à fait d'accord avec vous, votre référence, Rachel. Il y a aussi tous les sujets qui ont été développés au Danemark par Christian Bazon, pardon, qui du coup, effectivement, a en fait fait une synthèse dans Leading Public Design et Leading Public Sector Innovation. Ces 2 bouquins de 2015 et 2018, à Polity Press, tous les grands projets de transformation des administrations, des hôpitaux, des espaces publics au Danemark, et qui ont poussé les projets en co-design très très loin, avec une inclusion, mais dans une tradition justement scandinave des années 50 dont vous parliez, Rachel, tu parlais, Rachel, à l'instant. Et je pense quand même, juste pour Pierre Ferrit, une dernière chose, dans les résultats du rapport de l'ANR, un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche et piloté par Jean-Marc Veller et Frédéric Palaise, qui a été conduit entre, je crois, 2014 et 2017. Il y a toute une historique, une cartographie du type de design public qui ont été réalisés, et ils ont cartographié, il me semble, plus de 200 projets de formes d'innovation publique, qui est donc initié par des designers. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils proposent une stratification par échelle, l'échelle de l'espace public dont vous parliez, où le designer vient intervenir, transformer la place publique autour de la gare, réimaginer également dans les gares SNCF, par exemple, tout l'équipement public et les couloirs et les circulations au sein des gares. Et puis la dernière échelle, qui est une échelle très intéressante, et je crois auquel Nathalie s'intéresse également, l'échelle des organisations publiques, où on vient en design organisationnel proposer des façons systémiques d'envisager les solutions par le design différemment. Vous me coupez et vous intervenez avec plaisir. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Et pour compléter ce que tu dis, je viens de découvrir qu'il existait des profils de design intégrés aux établissements publics qui sont des spécialistes de l'espace public. Ils se sont spécialisés uniquement sur cet axe pour, je pense, mieux travailler. Je ne sais pas jusqu'où ils vont, je viens de les rencontrer, mais c'est des experts de l'espace public. Et ça ne m'étonne pas du tout, effectivement, qu'il y ait ce genre de projet. Du coup, merci infiniment, malgré les couacs et les minutes de retard au début. La plupart des participants sont restés avec nous. Merci, du coup, Rachel et Nathalie, de votre présence. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été là, et j'espère que tu vas vite te rétablir et que j'aurai le plaisir de t'accueillir le 18 novembre. Je vous donne rendez-vous du coup le 10 novembre sur le rôle des concours d'innovation au sein du secteur public pour accompagner les transformations dans la gestion de projets et dans les types d'entrepreneuriat qui peuvent être développés grâce au concours, qui est vraiment plutôt une translation du monde du design dans le secteur public. Donc, c'est la semaine prochaine à 16h30. Le 18 novembre, on retrouve Nathalie, Lucie, mais également leurs collègues d'Affordance et de la Banque des Territoires sur les questions d'inclusion numérique dans les outils mis à disposition par et avec les agents. Donc là, ça sera toute une transformation aussi du modèle que Nathalie nous présentera et comment le design vient accompagner et transformer tout ça. Et puis, on abordera également les questions de design stratégique. Et ce sera modéré par ma collègue designer et responsable pédagogique du CARE Design Lab, Genaëlle Faye, sur comment le design apporte des méthodes spécifiques d'aide à la décision et comment on peut rendre un rapport au gouvernement grâce aux méthodes du design. Et donc, c'est aussi une facette qu'on peut découvrir comme ça de ce que peut faire le design. Je voulais vous dire que j'étais vraiment ravie d'avoir organisé ce webinaire. Je suis navrée pour les problématiques de départ. Je crois qu'on pourra poursuivre cette discussion, Nathalie et Rachel. Je pense que ça vaut le coup de se poser des questions sur les compétences, les formules, la construction des projets, comment on protège nos designers et comment on les confronte à ces problématiques-là. Une des solutions dont on avait discuté, Rachel, c'était l'alternance. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'alternants dans le secteur public à CARE, et donc du coup, ils sont confrontés tous les jours à ces questions-là, et je crois qu'ils auront aussi beaucoup de choses à nous apprendre du côté, eux, de leur retour d'expérience. Voilà, c'était le premier
le premier d'une série de 4 webinaires dans le cadre de la subvention de la Caisse des dépôts à l'école de design et à la chaire Design et Action publique innovante. Et je reste à votre disposition, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, je vous remercie Rachel et Nathalie de votre disponibilité. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci Clémence. Merci Nathalie. Merci Rachel.